Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, je suis sur Mario Kart World. Allez c'est parti, avec mon expérience, je vais déglinguer tout le monde. Et c'est pas un open world qui va changer la donne. Tu vas finir comme de chaval, on va te prendre ta veste, et mais en plus on va te la déchirer. La tortue Franklin là, cette vieille pute. Mais ta mère Franklin! Ta mère la pute, voilà. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Profitez-en pour aller vous faire enculer. Bon bah ça a été au final. Comme dans le monde du cinéma, il y a des noms de créateurs que le public voit de plus en plus et donc retient de plus en plus. Si je vous dis Neil Druckmann, vous n'allez pas vous demander si c'est un vendeur de poissons. Mais même un grand créateur a ses moments d'erreur. On peut pas toujours être au top. Si les grands noms que je vais aborder ont révolutionné les jeux vidéo, il faut aussi se dire qu'ils ont eu leurs moments de faiblesse. Parce que c'est en apprenant de ces erreurs qu'on avance. Nous allons donc voir les pires jeux des plus grands créateurs. À la fin des années 80, le Japon défonçait tout le monde. De grands noms se sont révélés et l'un des créateurs les plus en vogue était Yuji Naka, programmeur talentueux et surtout co-créateur de Sonic. Si vous vous demandez comment Sonic peut être aussi rapide sur une Mega Drive, c'est grâce à Yuji Naka. Il a ensuite dirigé Night into Dreams, Burning Rangers, Sonic Adventures, Phantasy Star Online. Ses talents ont fini par le conduire à devenir président de la Sonic Team. Le mec, il pèse dans l'industrie. Mais en 2006, il finit par quitter Sega et le grand public ne verra son retour qu'en 2020 pour rejoindre Square Enix pour un nouveau jeu, Joie. Ce jeu édité, je le rappelle, par Square Enix, qui est le pire de sa carrière, et Balan Wonderworld. Alors, quel est le souci? Ben c'est de la merde. Je peux pas le dire autrement. Ce jeu, c'est l'illustration parfaite de la maison qui ne tient que par la peinture. La direction artistique est très belle et nous fait bien penser à la série des Knights. Par contre, le level design est à chier, la caméra c'est un semi-remorque. Les boss sont hyper rapides à battre. Sans déconner, le premier boss du premier monde, je l'ai éclaté tellement rapidement, on aurait dit un speedrun. Et qu'est-ce qui se passe après? Certains costumes ne permettent pas de sauter. Ces mêmes costumes mettent 3 plombes pour être changés, et j'insiste sur le level design, c'est catastrophique. Tu ne comprends pas où tu dois aller et ce que tu dois faire. C'est grave. Bon. À la limite, si le jeu était sorti en 2001 sur Dreamcast, GameCube ou PS2, j'aurais accepté certains défauts. Manque de peau, le jeu est sorti en 2021 sur toutes les consoles dernière génération. C'est quoi l'excuse? Et dites-vous que dans la première version du jeu, il y avait des effets visuels qui provoquaient des crises d'épilepsie chez certaines personnes. Ça a été corrigé, mais le jeu reste une belle tarte à la merde décorée avec une belle chantilly. Merci Yuji Naka. Grosse pute. Bon, c'était qu'une erreur de parcours, maintenant je suis sûr qu'il a dressé la barre. Qu'est-ce qu'il devient? Ah. Quand on parle de piliers de l'industrie, on cite maintenant Kojima ou Ken Levine, mais trop peu souvent Yu Suzuki qui a révolutionné le jeu dans les années 80-90. Le mec a été le précurseur de beaucoup de techniques qu'on connaît aujourd'hui. Il a été le précurseur des sprites zoomés avec Outrun, la rotation des sprites sur Afterburner, la 3D en temps réel avec Virtua Racing et Virtua Fighter, et l'open world et les QTE avec sa plus grande œuvre, Shenmue. Le rythme du jeu est peut-être parfois lent, mais les graphismes, la musique et surtout l'ambiance suffisent à ce que la presse le considère comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Dites-vous que si Shenmue n'était pas sorti, peut-être que GTA 3 n'aurait pas eu la même gueule. Et son pire jeu, c'est ironiquement Shenmue 3. Le 2 s'est terminé sur une fin ouverte, mais Sega a annulé la suite au vu des faibles ventes. 14 ans plus tard, Shenmue 3 a été annoncé en 2015 avec une campagne Kickstarter, histoire de prendre la température si les gens étaient chauds. Les gens étaient pas chauds, ils étaient bouillants. Le titre finit par sortir en 2019 et c'est la cata. Le jeu s'en sort avec des notes tout juste passables. Les mouvements sont lents, les combats trop rares, les graphismes datés ainsi que les mécaniques. Et le pire, c'est que l'histoire n'est toujours pas finie. Ça implique qu'il y aura un 4e opus. Il a la conf. Entre-temps, plein de titres sont sortis qui ont, à leur manière, marqué l'histoire. Quand Shenmue 3 est arrivé, les gens s'attendaient à un Yakuza. Au final, on se retrouve avec un Shenmue 3 qui a l'air d'être resté bloqué dans les années début 2000. Une série qui stagne au profit du fanservice. Malgré son immersion sympathique, le titre a l'air juste vieux et donne des allures de début de l'ère PS4. Bon bah, rendez-vous pour un Shenmue 4 en 2037, j'imagine. Si vous êtes un joueur PC, ce que vous êtes tous évidemment, il y a de très grandes chances que vous jouiez sur la plateforme Steam. Et qui dit Steam dit son créateur, Gabe Newell. Dans le milieu, on l'appelle le Lord. Alors, vous voulez associer le monsieur à quel jeu? Half-Life pour avoir révolutionné le FPS moderne, Counter-Strike avec sa scène compétitive increvable, ou juste la plateforme Steam en fait? C'est vous qui choisissez. Toutes les réponses sont bonnes. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire que le pire jeu auquel il a participé, c'est Artifact. En 2017, Valve a annoncé qu'ils vont présenter leur nouveau jeu lors de The International, le plus gros tournoi de Dota 2 au monde. Et Valve, c'est pas tous les 4 matins qu'ils annoncent un nouveau jeu.
Je vous raconte pas la hype. Il y avait même des stipulations sur un nouveau Half-Life ou Portal, et finalement, Artifact fut révélé. Écoutez la réaction du public quand le titre est montré. Ça vaut 1000 mots. À l'époque où Hearthstone était omniprésent et où le dernier jeu de Valve c'était Dota 2 en 2013, balancer un jeu de cartes dans l'univers de Dota 2 n'était peut-être pas la meilleure des idées. Artifact repose sur un système de cartes à collectionner pour créer son propre deck afin de jouer contre un adversaire. Le truc en plus c'est que vous pouviez acheter et vendre vos cartes sur le marché Steam. Sinon le gameplay est original avec son système des 3 zones qui rappelle le MOBA. Mais si le jeu a échoué, bah c'est parce que c'est Valve. Putain, tous leurs jeux sont devenus des classiques et là ils te servent un jeu de cartes. C'est comme si tu allais dans un resto hyper réputé, tu commandes en t'attendant à avoir une belle pièce de bœuf pour qu'au final il t'apporte un steak haché au ketchup. Gabe Newell l'a admis lui-même, Artifact est une immense déception, une erreur qui ne doit pas être refaite. Et maintenant vous savez pourquoi Deadlock est toujours en accès anticipé et évolue en écoutant les joueurs. Avec en plus des mises à jour toutes les 5 minutes. Aujourd'hui Artifact est gratuit, mais si vous voulez jouer à un bon jeu de cartes, jouez à Balatro. Si Gabe est surnommé le Lord, il existe quelqu'un d'autre qui lui n'est pas un roi, mais un dieu, John Carmack. Programmeur de génie, John Carmack est la personne à qui l'on doit la fluidité et l'optimisation de Wolfenstein 3D, mais surtout du mythique Doom. Tellement mythique qu'aujourd'hui encore on parle de Doom-like. Tous les FPS puisent leur source dans ces deux titres. Grâce à son moteur graphique libéré en 1997, les gens ont pu modifier le titre pour créer et partager les premiers mods. Le mec il a juste créé la communauté PC j'imagine. Ô Seigneur, grand prince, la révérence. Oh, c'est un saint homme. Et son pire jeu d'après les gens serait Rage. Alors je l'annonce, c'est loin d'être un mauvais jeu comme les autres que j'ai cités. Mais quand t'es le mec qui a littéralement créé le FPS, sortir un nouveau jeu, tu t'attendais à mieux en fait. Sorti en 2011, Rage est un FPS qui utilise le moteur ID Tech5 dont le jeu en était la vitrine technique. Faut donc pas se planter. Et se planter, c'est justement ce qui va arriver au jeu. Le moteur utilise la technologie de méga texture. Et ça comme nom c'est méga chambé. Chaque terrain avait une unique texture à très haute résolution, ce qui évitait la répétition. Le problème c'est qu'il fallait un SSD et une carte graphique haut de gamme. En 2011, il n'y avait pas grand monde qui avait cette config. En fait, le moteur favorise les environnements statiques. Ça pose des problèmes pour tout et ça donne un monde vide comparé à Borderlands sorti dans la même période. De plus, c'est très difficile de porter des mods dessus, un comble quand son créateur c'est John Carmack. La vision de Carmack s'est heurtée à la réalité du hardware. Le créateur était trop en avance sur son temps, le moteur était certes puissant, mais beaucoup trop pour les machines de l'époque. Le seul point positif, c'est que ce moteur sera vite retiré pour le remplacer par son successeur qui propulsera Doom le reboot à un tout autre niveau. Autre grande légende du monde du PC mais dans un style différent, Sid Meier. Programmeur et designer, il est considéré comme l'un des meilleurs concepteurs de jeux au monde. Vous trouvez que j'abuse en disant meilleur concepteur du monde? Ok. Bah, vous en connaissez beaucoup vous, des gens qui ont une série de jeux à leur nom? J'ai pas vu Neil Druckmann poser son nom sur ces jeux. Mais bien sûr, ce qui l'a rendu populaire, c'est surtout la série des civilisations. Une série de stratégies au tour par tour où l'on doit créer et faire prospérer sa civilisation de l'âge de pierre à la conquête spatiale, soit en étant le premier à atteindre Alpha du Centaure, soit en détruisant les autres civilisations. Moi, je les défonce tout le temps. Parce que... Eh vas-y, c'est loin Alpha du Centaure. Puis il faut construire la fusée, tout ça... Mais bien sûr, avec autant de titres à son actif, fallait bien que le ciné ait un coup de mou. Et son coup de mou s'appelle Sid Meier Starship. Alors comme pour Rage, c'est pas une catastrophe, c'est juste moins bien. Le jeu s'est présenté comme une extension de Civilization Beyond Earth, sorti quelques mois plus tôt. L'objectif est de pouvoir créer une flotte personnalisable de vaisseaux, explorer la galaxie, combattre tour par tour, gérer la diplomatie, la recherche technologique, bref, c'est un condensé plus rapide et accessible par rapport aux civilisations. Alors oui, c'est plus accessible, au détriment de pas mal de sacrifices. Les batailles se répètent, l'IA est trop prévisible, la personnalisation des vaisseaux est redondante, c'est pas très complexe, et ça tue la rejouabilité. Pendant les combats, certaines tactiques dominent la méta, il n'y a aucune tension stratégique à long terme, et le scénario est creux. Comme ma bite. Couplé avec le lien marketing trompeur avec Beyond Earth, on se retrouve avec un titre juste décevant. Bon, de toute façon, moi les jeux de stratégie, c'est pas mon truc. La seule fois où j'ai tenté de faire un multi-online, c'était sur Age of Empires 4, et ça s'est pas très bien passé. Voilà, j'ai fini de mettre mes tours, je vais pouvoir construire ma muraille et commencer à construire une armée. Est-ce que vous connaissez Hideo Kojima? Si vous ne le connaissez pas, vous avez probablement été retenu en otage pendant 26 ans quelque part, donc si c'est le cas, bah désolé. Depuis Metal Gear Solid, le nom de Hideo Kojima est prononcé de partout. À n'importe quel moment, son nom peut être mentionné. Allô? Kojima! Vous voyez?
Mais il est surtout synonyme de qualité. La série des Metal Gear est une licence iconique, chaque jeu principal est au-dessus des 90 sur Metacritic, et même les opus secondaires sont tous très bons. Vraiment, est-ce qu'on peut me citer un seul défaut dans cette série? Non. La série des Metal Gear Solid est vraiment la série qui a créé les bases du genre de l'infiltration, qui inspira les Tom Clancy par exemple. Et avec Death Stranding, le Kojima cherche toujours à repousser les frontières du jeu vidéo. Mais alors quel est son plus mauvais jeu? Eh bien, j'ai envie de citer Death Stranding juste pour casser les couilles des fans, mais je suis politique, donc on va choisir Zone of the Enders, sorti en 2001 sur PS2. Pour changer un peu de Metal Gear, Zone of the Enders parle de mecha. Tu pourrais varier un peu mon Kojiji, mais un peu de fantaisie. Ok, on n'arrête pas de fantaisie. Pour le titre, je peux pas dire grand chose puisque c'est pas très long. L'histoire principale se finit en 6 heures environ et c'est répétitif. Le protagoniste est fade, la mise en scène est pauvre, la narration est aussi vite qu'un Pokémon Present, le gameplay est dynamique mais après les premières minutes tu te rends compte que tu vas recommencer la même chose pendant les 5 prochaines heures et le design te force à revisiter les mêmes zones. Mais vous savez pourquoi les gens n'ont pas aimé ce jeu? Zone of the Enders est un produit marketing déguisé. En effet, le jeu était vendu avec une démo jouable de Metal Gear Solid 2, ce qui a poussé beaucoup de joueurs à l'acheter uniquement pour ça. Du coup, il y a une impression que Zone of the Enders est un prétexte marketing. Kojima y a participé en tant que producteur, donc il y a peut-être moyen qu'il ait demandé aux devs de foutre son prochain jeu en démo. C'est une théorie bullshit, mais c'est la mienne donc je l'aime bien. Zone of the Enders n'est pas non plus une catastrophe et il a eu la chance que ses suites soient mieux, mais plus de nouveaux titres depuis 2003, donc GG go next. La légende vivante, Shigeru Miyamoto. Et tout de suite, une présentation de tous les jeux qu'il a créés. J'ai pas pu tout mettre. Créateur du jeu Donkey Kong, Super Mario Bros, révolution du jeu de plateforme perfectionné avec Super Mario Bros 3, Mario 64 qui a posé les bases de la plateforme en 3D, Zelda Ocarina of Time considéré comme le meilleur jeu de l'histoire, Super Smash Bros un vent de fraîcheur dans les versus fighting, Mario Kart, Luigi's Mansion, Pikmin, Star Fox, Metroid Prime. La quasi-totalité des œuvres majeures de Nintendo, c'est lui qui en est à l'origine. Que ce soit en tant que créateur, producteur, superviseur, tout ce à quoi il a participé a été un succès critique. Sauf un. Pendant la période Wii, le motion gaming a permis à Nintendo de se redresser financièrement et de mettre la daronne à l'abri. Et ça a permis aux devs de faire quelques expériences sur le mouvement. Shigeru s'en est pas privé avec la collection Wii, Wii Sport, Wii Play, Wii Fit et Wii Music. Contrairement aux autres jeux Wii où il est le producteur général, le Shigeru sur Wii Music, il en est le concepteur. C'est encore pire. Et putain, il est partout! Franchement, je vous mets au défi de regarder les vidéos de présentation du jeu et de ne pas mourir de gêne. Les pires heures de Nintendo, mais les meilleurs moments pour les mêmes. Wii Music est un jeu musical sorti en 2008. L'objectif est de jouer de la musique, soit en suivant une partition qui comprend différents styles de musique, soit en faisant de l'impro. Pour cela, vous avez accès à pas moins de 66 instruments, qui va du classique au plus... artistique. What the fuck, is that a fucking cat? Alors j'avoue, c'est cool de voir une telle variété d'instruments et c'est amusant de faire des mouvements avec. Au bout de 5 minutes, ça l'est moins. Il y a beau avoir beaucoup d'instruments, il n'y a que 4 manières de jouer. La guitare, la batterie / piano, le violon et la flûte. Vous faites votre chanson selon votre style, vos instruments, et vous recommencez. Voilà. C'est ça le problème, la durée de vie est quasi nulle. Choisir la musique, les instruments, jouer la chanson et rebelote. Et attention, hein, les musiques c'est du classique. Sur le pont d'Avignon, Frère Jacques, Bon anniversaire, Mon beau sapin. J'ai dit que c'était du classique, pas forcément intéressant. Il y a bien des mini-jeux mais bon... faire sonner des cloches, un quiz musical et un chef d'orchestre. Avec ça, vous avez bien un simulateur de batterie, mais il vous faut une Wii Balance Board. Et parler de simulateur de batterie, c'est comme dire que le mode zombie de Call of Duty est une représentation historique. On peut y jouer en multi, mais si vous jouez en multi sur Wii Music, ne me mentez pas, vous détestez vos amis. Vous aurez beau débloquer des nouveaux instruments et stages, ce sera toujours le même ennui après les 10 premières minutes de jeu. Wii Music est une bonne initiation de la musique pour les plus jeunes, mais le contenu est beaucoup trop limité. Ça va les occuper un quart d'heure et ils vont retourner sur Mario Kart. C'est pas comme les précédents jeux où c'est un peu moins bon. Là, c'est juste raté. Miyamoto avait une bonne idée, mais au final, c'est juste une énorme déception. Bizarrement, après, ils ont ralenti les expériences Wii. Bon bah, bonne nouvelle, j'imagine. Par contre, le thème principal est cool. En dépit des jeux que je vous ai présentés, ça n'a pas pour but de rabaisser les créateurs. Je veux même montrer que même les plus grands font des erreurs de parcours. Ils peuvent pas toujours sortir le prochain classique. Ces créateurs ont révolutionné à leur manière l'industrie vidéoludique et méritent notre respect. Sauf lui, bien sûr. Et j'irai même plus loin en vous disant de vous renseigner un peu plus sur ces œuvres, car même si elles sont loupées, il y a toujours un truc à en tirer. Par exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un commentaire, de vous abonner, de me suivre sur Twitch et de mettre un pouce bleu, c'est très important. À la prochaine!